2. Production de la plus-value. Le produit, propriété du capitaliste, est une valeur d'usage, telle que des filets, de la toile, des bottes, etc. Mais bien que des bottes, par exemple, fassent en quelque sorte marcher le monde, et que notre capitaliste soit assurément homme de progrès, s'il fait des bottes, ce n'est pas par amour des bottes. En général, dans la production marchande, la valeur d'usage n'est pas chose qu'on aime pour elle-même, elle n'y sert que de porte-valeur. Or, pour notre capitaliste, il s'agit d'abord de produire un objet utile qui est une valeur échangeable, un article destiné à la vente, une marchandise. Et de plus, il veut que la valeur de cette marchandise surpasse celle des marchandises nécessaires pour la produire, c'est-à-dire la somme de valeur des moyens de production et de la force de travail pour lesquels il a dépensé son cher argent. Il veut produire non seulement une chose utile, mais une valeur, et non seulement une valeur, mais encore une plus-value. En fait, jusqu'ici nous n'avons considéré la production marchande qu'à un seul point de vue, celui de la valeur d'usage. Mais de même que la marchandise est à la fois valeur d'usage et valeur d'échange, de même sa production doit être à la fois formation de valeur d'usage et formation de valeur. Examinons donc maintenant la production au point de vue de la valeur. On sait que la valeur d'une marchandise est déterminée par le quantum de travail matérialisé en elle, par le temps socialement nécessaire à sa production. Il nous faut donc calculer le travail contenu dans le produit que notre capitaliste a fait fabriquer, soit 10 livres de filets. Pour produire les filets, il avait besoin d'une matière première, mettons 10 livres de coton. Inutile de chercher maintenant quelle est la valeur de ce coton, car le capitaliste l'a acheté sur le marché ce qu'il valait, par exemple 10 shillings. Dans ce prix, le travail exigé par la production du coton est déjà représenté comme travail social moyen. Admettons encore que l'usure des broches, et elle nous représente tous les autres moyens de travail employés, s'élève à 2 shillings. Si une masse d'or de 12 shillings est le produit de 24 heures de travail, il s'ensuit qu'il y a 2 journées de travail réalisées dans les filets. Cette circonstance, que le coton a changé de forme et que l'usure a fait disparaître une quote-part des broches, ne doit pas nous dérouter. D'après la loi générale des échanges, 10 livres de filets sont l'équivalent de 10 livres de coton et un quart de broche, si la valeur de 40 livres de filet égale la valeur de 40 livres de coton plus une broche entière, c'est-à-dire si le même temps de travail est nécessaire pour produire l'un ou l'autre terme de cette équation. Dans ce cas, le même temps de travail se représente une fois en filet, l'autre fois en coton et broche. Le fait que broche et coton, au lieu de rester en repos l'un à côté de l'autre, se sont combinés pendant le filage qui, en changeant leur forme usuelle, les a convertis en filets, n'affecte pas plus leur valeur que ne le ferait leur simple échange contre un équivalent en filet. Le temps de travail nécessaire pour produire les filets comprend le temps de travail nécessaire pour produire leur matière première, le coton. Il en est de même du temps nécessaire pour reproduire les broches usées. Note 12. En calculant la valeur des filets, c'est-à-dire le temps nécessaire à leur production, on doit donc considérer les différents travaux, séparés par le temps et l'espace qu'il faut parcourir, d'abord pour produire coton et broche, ensuite pour faire des filets, comme des phases successives de la même opération. Tout le travail contenu dans les filets est du travail passé, et peu importe que le travail exigé pour produire leurs éléments constitutifs soit écoulé avant le temps dépensé dans l'opération finale, le filage. S'il faut 30 journées par exemple pour construire une maison, la somme de travail qui est incorporée ne change pas de grandeur, bien que la 30e journée de travail n'entre dans la production que 29 jours après la première. De même, le temps de travail contenu dans la matière première et les instruments du filage doit être compté comme s'il eût été dépensé durant le cours de cette opération même. Il faut bien entendu que 2 conditions soient remplies. En premier lieu, que les moyens aient réellement servi à produire une valeur d'usage, dans notre cas des filets. Peu importe à la valeur le genre de valeur d'usage qui la soutient, mais elle doit être soutenue par une valeur d'usage. Secondement, il est sous-entendu qu'on n'emploie que le temps de travail nécessaire dans les conditions normales de la production. Si une livre de coton suffit en moyenne pour faire une livre de filet, ce n'est que la valeur d'une livre de coton qui sera imputée à la valeur d'une livre de filet. Le capitaliste aurait la fantaisie d'employer des broches d'or, qu'il ne serait néanmoins compté dans la valeur des filets que le temps de travail nécessaire pour produire l'instrument de fer. Nous connaissons à présent la valeur que le coton et l'usure des broches donnent au filet. Elle est égale à 12 shillings, l'incorporation de 2 journées de travail. Reste donc à chercher la quantité de valeur que le travail du fileur ajoute au produit. Ce travail se présente maintenant sous un nouvel aspect. D'abord, c'était l'art de filer. Plus valait le travail, plus valaient les filets, toutes les autres circonstances restant les mêmes.
Le travail du fileur se distinguait d'autres travaux productifs par son but, ses procédés techniques, les propriétés de son produit et ses moyens de production spécifiques. Avec le coton et les broches qu'emploie le fileur, on ne saurait faire des canons rayés. Par contre, en tant qu'il est source de valeur, le travail du fileur ne diffère en rien de celui du foreur de canon, ou, ce qui vaut mieux, de celui du planteur de coton ou du fabricant de broches, c'est-à-dire des travaux réalisés dans les moyens de production des filets. Si ces travaux, malgré la différence de leur forme utile, n'étaient pas d'une essence identique, ils ne pourraient pas constituer des portions, indistinctes quant à leur qualité, du travail total réalisé dans le produit. Dès lors, les valeurs coton et broche ne constitueraient pas non plus des parties intégrantes de la valeur totale des filets. En effet, ce qui importe ici, ce n'est plus la qualité mais la quantité du travail. C'est elle seule qui entre en ligne de compte. Admettons que le filage soit du travail simple, moyen, on verra plus tard que la supposition contraire ne changera rien à l'affaire. Pendant le procès de la production, le travail passe sans cesse de la forme dynamique à la forme statique. Une heure de travail, par exemple, c'est-à-dire la dépense en force vitale du fileur durant une heure, se représente dans une quantité déterminée de filets. Ce qui est ici d'une importance décisive, c'est que pendant la durée de la transformation du coton en filet, il ne se dépense que le temps de travail socialement nécessaire. Si dans les conditions normales, c'est-à-dire sociales moyennes de la production, il faut que durant une heure de travail, A livres de coton soit converti en B livres de filet, on ne compte comme journée de travail de 12 heures que la journée de travail qui convertit 12 fois A livres de coton en 12 fois B livres de filet. Le temps de travail socialement nécessaire est en effet le seul qui compte dans la formation de la valeur. On remarquera que non seulement le travail, mais aussi les moyens de production et le produit ont maintenant changé de rôle. La matière première ne fait que s'imbiber d'une certaine quantité de travail. Il est vrai que cette absorption l'a convertie en filet, attendu que la force vitale de l'ouvrier a été dépensée sous forme de filage. Mais le produit en filet ne sert que de gradimètre, indiquant la quantité de travail imbibée par le coton. Par exemple, 10 livres de filet indiqueront 6 heures de travail s'il faut 1 heure pour filer 1 livre de tiers de coton. Certaines quantités de produits, déterminées d'après les données de l'expérience, ne représentent que des masses de travail solidifiées, la matérialité d'une heure, de 2 heures, d'un jour de travail social. Que le travail soit précisément filage, sa matière coton et son produit filet, cela est tout à fait indifférent, comme il est indifférent que l'objet même du travail soit déjà matière première, c'est-à-dire un produit. Si l'ouvrier, au lieu d'être occupé dans une filature, était employé dans une houillère, la nature lui fournirait son objet de travail. Néanmoins, un quantum déterminé de houille extrait de sa couche, un quintal par exemple, représenterait un quantum déterminé de travail absorbé. Lors de la vente de la force de travail, il a été sous-entendu que sa valeur journalière égale 3 shillings, somme d'or dans laquelle 6 heures de travail sont incorporées, et que par conséquent, il faut travailler 6 heures pour produire la somme moyenne de subsistance nécessaire à l'entretien quotidien du travailleur. Comme notre fileur convertit pendant 1 heure 1 livre de tiers de coton en 1 livre de tiers de filet, il convertira en 6 heures 10 livres de coton en 10 livres de filet. Note 13. Pendant la durée du filage, le coton absorbe donc 6 heures de travail. Le même temps de travail est fixé dans une somme d'or de 3 shillings. Le fileur a donc ajouté au coton une valeur de 3 shillings. Faisons maintenant le compte de la valeur totale du produit. Les 10 livres de filet contiennent 2 journées et demie de travail, coton et broche contiennent 2 journées, une demi-journée a été absorbée durant le filage. La même somme de travail est fixée dans une masse d'or de 15 shillings. Le prix de 15 shillings exprime donc la valeur exacte de 10 livres de filet, le prix de 1 shilling 6 pence celle d'une livre. Notre capitaliste reste ébahi. La valeur du produit égale la valeur du capital avancé. La valeur avancée n'a pas fait de petit. Elle n'a point enfanté de plus-value et l'argent, par conséquent, ne s'est pas métamorphosé en capital. Le prix de 10 livres de filet est de 15 shillings, et 15 shillings ont été dépensés sur le marché pour les éléments constitutifs du produit, ou, ce qui revient au même, pour les facteurs du procès de travail, 10 shillings pour le coton, 2 shillings pour l'usure des broches et 3 shillings pour la force de travail. Il ne sert de rien que la valeur des filets soit enflée, car elle n'est que la somme des valeurs distribuées auparavant sur ces facteurs, et en les additionnant, on ne les multiplie pas. Note 14. Toutes ces valeurs sont maintenant concentrées sur un objet, mais elles l'étaient aussi dans la somme de 15 shillings avant que le capitaliste les sortît de son gousset pour les subdiviser en 3 achats. Il n'y a rien d'étrange dans ce résultat.
La valeur d'une livre de filet revient à 1 shilling 6 pence et au marché, notre capitaliste aurait à payer 15 shillings pour 10 livres de filet. Qu'il achète sa demeure toute faite ou qu'il la fasse bâtir à ses propres frais, aucune de ces opérations n'augmentera l'argent employé à l'acquisition de sa maison. Le capitaliste, qui est à cheval sur son économie politique vulgaire, s'écriera peut-être qu'il n'a avancé son argent qu'avec l'intention de le multiplier. Mais le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions, et personne ne peut l'empêcher d'avoir l'intention de faire de l'argent sans produire. Note 15. Il jure qu'on ne l'y rattrapera plus. À l'avenir, il achètera sur le marché des marchandises toutes faites au lieu de les fabriquer lui-même. Mais si tous ses compères capitalistes font de même, comment trouver des marchandises sur le marché? Pourtant, il ne peut manger son argent. Il se met donc à nous catéchiser. On devrait prendre en considération son abstinence. Il pouvait faire ripaille avec ses 15 shillings. Au lieu de cela, il les a consommés productivement et en a fait des filets. C'est vrai, mais aussi a-t-il des filets et non des remords. Qu'il prenne garde de partager le sort du thésauriseur qui nous a montré où conduit l'ascétisme. D'ailleurs, là où il n'y a rien, le roi perd ses droits. Quel que soit le mérite de son abstinence, il ne trouve pas de fonds pour la payer, puisque la valeur de la marchandise qui sort de la production est tout juste égale à la somme des valeurs qui sont entrées. Que son baume soit cette pensée consolante. La vertu ne se paye que par la vertu. Mais non, il devient importun. Il n'a que faire de ces filets, il les a produits pour la vente. Eh bien, qu'il les vende donc, ou ce qui serait plus simple, qu'il ne produise à l'avenir que des objets nécessaires à sa propre consommation. McCulloch, son esculape ordinaire, lui a déjà donné cette panacée contre les excès épidémiques de production. Le voilà qui regimbe. L'ouvrier aurait-il la prétention de bâtir en l'air avec ses 10 doigts, de produire des marchandises avec rien? Ne lui a-t-il pas fourni la matière dans laquelle et avec laquelle seul il peut donner un corps à son travail? Et, comme la plus grande partie de la société civile se compose de pareils va-nu-pieds, n'a-t-il pas, avec ses moyens de production, son coton et ses broches, rendu un service immense à la sudite société, et plus particulièrement à l'ouvrier auquel il a avancé par-dessus le marché la subsistance? Et il ne prendrait rien pour ce service. Mais est-ce que l'ouvrier ne lui a pas en échange rendu le service de convertir en filets son coton et ses broches? Du reste, il ne s'agit pas ici de service. Note 16. Le service n'est que l'effet utile d'une valeur d'usage, que celle-ci soit marchandise ou travail. Note 17. Ce dont il s'agit, c'est de la valeur d'échange. Il a payé à l'ouvrier une valeur de 3 shillings, celui-ci lui en rend l'équivalent exact en ajoutant la valeur de 3 shillings au coton, valeur contre valeur. Notre ami, tout à l'heure si gonflé d'outrecuidance capitaliste, prend tout à coup l'attitude modeste d'un simple ouvrier. N'a-t-il pas travaillé lui aussi? Son travail de surveillance et d'inspection ne forme-t-il pas aussi de la valeur? Le directeur de sa manufacture et son contremaître en haussent les épaules. Sur ces entrefaites, le capitaliste a repris, avec un sourire malin, sa mine habituelle. Il se gaussait de nous avec ses litanies. De tout cela, il ne donnerait pas de sous. Il laisse ses subterfuges, ses finasseries creuses aux professeurs d'économie politique. Ils sont payés pour cela, c'est leur métier. Quant à lui, il est homme pratique, et s'il ne réfléchit pas toujours à ce qu'il dit en dehors des affaires, il sait toujours en affaires ce qu'il fait. Regardons-y de plus près. La valeur journalière de la force de travail revient à 3 shillings parce qu'il faut une demi-journée de travail pour produire quotidiennement cette force, c'est-à-dire que les subsistances nécessaires pour l'entretien journalier de l'ouvrier coûtent une demi-journée de travail. Mais le travail passé que la force de travail recèle et le travail actuel qu'elle peut exécuter, ses frais d'entretien journalier et la dépense qui s'en fait par jour, ce sont là deux choses tout à fait différentes. Les frais de la force en déterminent la valeur d'échange, la dépense de la force en constitue la valeur d'usage. Si une demi-journée de travail suffit pour faire vivre l'ouvrier pendant 24 heures, il ne s'ensuit pas qu'il ne puisse travailler une journée tout entière. La valeur que la force de travail possède et la valeur qu'elle peut créer diffèrent donc de grandeur. C'est cette différence de valeur que le capitaliste avait en vue lorsqu'il acheta la force de travail. L'aptitude de celle-ci à faire des filets ou des bottes n'était qu'une condition sine qua non, car le travail doit être dépensé sous une forme utile pour produire de la valeur. Mais ce qui décida l'affaire, c'était l'utilité spécifique de cette marchandise, d'être source de valeur et de plus de valeur qu'elle n'en possède elle-même. C'est là le service spécial que le capitaliste lui demande. Il se conforme en ce cas aux lois éternelles de l'échange des marchandises. En effet, le vendeur de la force de travail, comme le vendeur de toute autre marchandise, en réalise la valeur échangeable et en aliène la valeur usuelle.
Il ne saurait obtenir l'une sans donner l'autre. La valeur d'usage de la force de travail, c'est-à-dire le travail, n'appartient pas plus au vendeur que n'appartient à l'épicier la valeur d'usage de l'huile vendue. L'homosécu a payé la valeur journalière de la force de travail, son usage pendant le jour, le travail d'une journée entière, lui appartient donc. Que l'entretien journalier de cette force ne coûte qu'une demi-journée de travail, bien qu'elle puisse opérer ou travailler pendant la journée entière, c'est-à-dire que la valeur créée par son usage pendant un jour soit le double de sa propre valeur journalière, c'est là une chance particulièrement heureuse pour l'acheteur, mais qui ne laisse en rien le droit du vendeur. Notre capitaliste a prévu le cas, et c'est ce qui le fait rire. L'ouvrier trouve donc dans l'atelier les moyens de production nécessaires pour une journée de travail non pas de 6, mais de 12 heures. Puisque 10 livres de coton avaient absorbé 6 heures de travail et se transformaient en 10 livres de filet, 20 livres de coton absorberont 12 heures de travail et se transformeront en 20 livres de filet. Examinons maintenant le produit du travail prolongé. Les 20 livres de filet contiennent 5 journées de travail, dont 4 étaient réalisées dans le coton et les broches consommées, une absorbée par le coton pendant l'opération du filage. Or, l'expression monétaire de 5 journées de travail est 30 shillings. Tel est donc le prix des 20 livres de filet. La livre de filet coûte après comme avant 1 shilling 6 pence. Mais la somme de valeur des marchandises employées dans l'opération ne dépassait pas 27 shillings, et la valeur des filets atteint 30 shillings. La valeur du produit s'est accrue de 1/9 sur la valeur avancée pour sa production. Les 27 shillings avancés se sont donc transformés en 30 shillings. Ils ont enfanté une plus-value de 3 shillings. Le tour est fait. L'argent s'est métamorphosé en capital. Le problème est résolu dans tous ces termes. La loi des échanges a été rigoureusement observée, équivalent contre équivalent. Sur le marché, le capitaliste achète à sa juste valeur chaque marchandise. Coton, broche, force de travail. Puis il fait ce que fait tout autre acheteur, il consomme leur valeur d'usage. La consommation de la force de travail étant en même temps production de marchandises, rend un produit de 20 livres de filet valant 30 shillings. Alors, le capitaliste qui avait quitté le marché comme acheteur y revient comme vendeur. Il vend les filets à 1 shilling 6 pence la livre, pas un liard au-dessus ou au-dessous de leur valeur, et cependant il retire de la circulation 3 shillings de plus qu'il n'y avait mis. Cette transformation de son argent en capital se passe dans la sphère de la circulation et ne s'y passe pas. La circulation sert d'intermédiaire. C'est là sur le marché que se vend la force de travail, pour être exploitée dans la sphère de la production où elle devient source de plus-value, et tout est ainsi pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Le capitaliste, en transformant l'argent en marchandises qui servent d'éléments matériels d'un nouveau produit, en leur incorporant ensuite la force de travail vivant, transforme la valeur du travail passé, mort, devenu chose, en capital, en valeur grosse de valeur, monstre animé qui se met à travailler comme s'il avait le diable au corps. La production de plus-value n'est donc autre chose que la production de valeur prolongée au-delà d'un certain point. Si le procès de travail ne dure que jusqu'au point où la valeur de la force de travail payée par le capital est remplacée par un équivalent nouveau, il y a simple production de valeur. Quand il dépasse cette limite, il y a production de plus-value. Comparons maintenant la production de valeur avec la production de valeur d'usage. Celle-ci consiste dans le mouvement du travail utile. Le procès de travail se présente ici au point de vue de la qualité. C'est une activité qui, ayant pour but de satisfaire des besoins déterminés, fonctionne avec des moyens de production conformes à ce but, emploie des procédés spéciaux et finalement aboutit à un produit usuel. Par contre, comme production de valeur, le même procès ne se présente qu'au point de vue de la quantité. Il ne s'agit plus ici que du temps dont le travail a besoin pour son opération, ou de la période pendant laquelle le travailleur dépense sa force vitale en efforts utiles. Les moyens de production fonctionnent maintenant comme simples moyens d'absorption de travail et ne représentent eux-mêmes que la quantité de travail réalisé en eux. Que le travail soit contenu dans les moyens de production ou qu'il soit ajouté par la force de travail, on ne le compte désormais que d'après sa durée. Il est de tant d'heures, de tant de jours, et ainsi de suite. Et de plus, il ne compte qu'autant que le temps employé à la production de la valeur d'usage est le temps socialement nécessaire. Cette condition présente plusieurs aspects différents. La force de travail doit fonctionner dans des conditions normales. Si, dans le milieu social donné, la machine à filer est l'instrument normal de la filature, il ne faut pas mettre un rouet entre les mains du fileur. De plus, le coton doit être de bonne qualité et non de la pacotille se brisant à chaque instant. Sans cela, le travailleur emploierait dans les deux cas plus que le temps nécessaire à la production d'une livre de filet,
et cet excès de temps ne créerait ni valeur ni argent. Mais le caractère normal des facteurs matériels du travail dépend du capitaliste et non pas de l'ouvrier. D'autre part, le caractère normal de la force de travail elle-même est indispensable. Elle doit posséder dans la spécialité à laquelle on l'emploie le degré moyen d'habileté, d'adresse et de célérité. Aussi, notre capitaliste a pris garde de l'acheter telle sur le marché. Cette force doit de plus fonctionner avec le degré d'intensité habituel. Aussi, le capitaliste veille-t-il anxieusement à ce que l'ouvrier ne ralentisse pas ses efforts et ne perde pas son temps. Il a acheté cette force pour un temps déterminé, il tient à avoir son compte. Il ne veut pas être volé. Enfin, la consommation des moyens de production doit se faire d'une manière normale, parce que le gaspillage des instruments et des matières premières représente une dépense inutile en travail déjà réalisé, lequel par conséquent n'est pas compté dans le produit et ne lui ajoute pas de valeur. Note 18. On le voit, la différence entre le travail utile et le travail source de valeur que nous constations au commencement de nos recherches par l'analyse de la marchandise vient de se manifester comme différence entre les deux phases de la production marchande. Dès qu'elle se présente non plus simplement comme unité de travail utile et de travail créateur de valeur, mais encore comme unité du travail utile et du travail créateur de plus-value, la production marchande devient production capitaliste, c'est-à-dire production marchande sous la forme capitaliste. En examinant la production de la plus-value, nous avons supposé que le travail, approprié par le capital, était du travail simple, moyen. La supposition contraire n'y changerait rien. Admettons par exemple que, comparé au travail du fileur, celui du bijoutier est du travail à une puissance supérieure, que l'un est du travail simple et l'autre du travail complexe, où se manifeste une force plus difficile à former et qui rend dans le même temps plus de valeur. Mais, quel que soit le degré de différence entre ces deux travaux, la portion de travail où le bijoutier produit de la plus-value pour son maître ne diffère en rien, qualitativement, de la portion de travail où il ne fait que remplacer la valeur de son propre salaire. Après comme avant, la plus-value ne provient que de la durée prolongée du travail, qu'il soit celui du fileur ou celui du bijoutier. Note 19. D'un autre côté, quand il s'agit de production de valeur, le travail supérieur doit toujours être réduit à la moyenne du travail social, une journée de travail complexe par exemple à 2 journées de travail simple. Note 20. Si des économistes comme il faut se sont récriés contre cette « assertion arbitraire », n'est-ce pas le cas de dire, selon le proverbe allemand, que les arbres les empêchent de voir la forêt? Ce qu'ils accusent d'être un artifice d'analyse est tout bonnement un procédé qui se pratique tous les jours dans tous les coins du monde. Partout, les valeurs des marchandises les plus diverses sont indistinctement exprimées en monnaie, c'est-à-dire dans une certaine masse d'or ou d'argent. Par cela même, les différents genres de travail, représentés par ces valeurs, ont été réduits dans des proportions différentes à des sommes déterminées d'une seule et même espèce de travail ordinaire, le travail qui produit l'or ou l'argent.